Moi j'ai inversé le système, la plupart des gens disent faut faire YOLO, vivre à fond quand t'es jeune, kiffer jusqu'à 35-40 ans et après travailler. Moi je vois l'inverse, j'ai voulu travailler très fort au début, sécuriser ma situation, maintenant j'ai 37 ans et me dire maintenant je peux faire ce que je veux. Si je veux ne plus travailler, je peux ne plus travailler, je peux faire le tour du monde et faire du surf, du ski, du parachute, toute ma vie, tous les jours. L'immobilier pour moi est trop lent, je suis vraiment un impatient, j'aime quand ça va très vite, à part si c'est ton métier que tu fais ça toute la journée, en investissement tu vois les fruits dans 20 ans. Et dans 20 ans il peut se passer beaucoup de choses et j'ai l'optimisme de me dire que dans 20 ans je serai tellement riche que ça me servira à rien d'avoir gagné 1 ou 2 millions avec des immeubles. J'essaie vraiment de me dire dans les 5 ans qui arrivent ou dans les 10 ans qui arrivent je dois avoir généré un max de fortune. Moi je mets aucune montre à Paris, elles sont toutes au coffre alors que quand je vais à l'étranger je les mets. Est-ce que c'est normal? Il y a des kidnappings dans tous les sens. Là qui se sont fait couper des doigts, on pense au co-founder d'Éric Larchevêque. Moi aussi j'ai été un peu choqué et traumatisé par ce que j'ai vécu. Je suis désolé, est-ce que tu as envie de vivre dans un pays où on te coupe les doigts? Et il y en a un des malfaiteurs qui est sorti de prison parce qu'il y a eu un vice de procédure, j'exagère un petit peu mais le flic a oublié de signer un PV, le gars il coupe des doigts, il sort dans la nature. C'est un pays, est-ce que tu as envie de payer des impôts pour ça? Non, l'argent il doit aller dans l'éducation nationale, il doit permettre aux jeunes de rêver, il n'y a rien de pire que d'être l'esclave d'un système, l'esclave d'un employeur, l'esclave de ton banquier qui t'a prêté de l'argent, parce que je sais à quel point c'est dur de vivre en attendant le virement du RSA, de ton salaire, et de trembler à la fin du mois parce que t'as une facture qui était pas prévue et qu'elle te met dans la merde en fait. Et ça, je veux plus jamais le vivre. Il y a 3 étapes pour être riche, et si t'en loupes une seule, tu resteras pauvre toute ta vie. Aujourd'hui, je reçois Anthony Bourbon, devenu notamment très médiatisé en tant que juré dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. C'est un serial entrepreneur et investisseur qui, parti de rien, a réussi à bâtir un patrimoine aujourd'hui estimé à un peu plus de 100 millions d'euros. Il est notamment le fondateur de Feed ou encore du Blast Club, un club privé qui permet d'investir en private equity et dans des startups. Réputé pour être très franc-parler, aujourd'hui on va pouvoir rentrer en détail dans ses stratégies d'investissement, business et sa vision de l'argent en général. Beaucoup connaissent son parcours, mais très peu connaissent ses stratégies d'investissement, stratégie business et sa vision de l'argent, et c'est dans ça qu'on va rentrer aujourd'hui en détail. On va parler startup, on va parler Y Combinator, on va parler bourse, on va parler immobilier, fiscalité et de tout l'univers de l'investissement en général. J'en profite pour dire que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et je vous en remercie. Si vous appréciez le contenu et que vous voulez en découvrir davantage sur l'univers de l'investissement, de la fiscalité, de tout ce qui touche l'argent en général, je vous invite à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Hello Anthony. Bonjour. Bah merci, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va pouvoir parler investissement en général, on va pouvoir parler aussi surtout private equity, parce que c'est ce que tu fais principalement avec Blast, l'investissement dans les startups. Je sais que beaucoup de personnes connaissent déjà ton parcours, donc on va essayer vraiment de rentrer dans ta vision plutôt de l'investissement et de quelle est ta vision de l'argent. Et c'est vrai que l'argent, c'est un sujet très tabou en France, ça on le sait, je sais que tu en parles souvent, et tu es un des rares à en parler ouvertement. Pour commencer, question plutôt large, c'est quoi aujourd'hui ta vision de l'argent? Comment tu vois l'argent? Je pense que l'argent, c'est quelque chose de très important dans notre société. Il ne faut pas en avoir honte. On est un peu en retard en France versus d'autres pays où ça a été démocratisé depuis longtemps. On culpabilise plus là-bas d'être riche. Et au contraire, ça doit être un objectif pour la jeunesse. Parce que moi, j'ai eu la chance quasiment d'être pauvre et d'être riche, ce qui me permet vraiment d'apprécier les différences et de voir ce qui a changé dans ma vie. Et je peux confirmer à tout le monde que l'argent simplifie énormément les choses. C'est un peu comme l'oxygène en fait. C'est quand on n'a plus que tu réalises que c'était important. Donc l'argent ne fait pas tout, mais c'est un élément essentiel. C'est un peu comme si tu disais oui, l'eau, ça fait pas la vie. Non, si tu bois que de l'eau, tu vas pas survivre. Mais si tu n'as plus d'eau, tu vas mourir quoi qu'il arrive. L'argent, c'est pareil. C'est extrêmement compliqué quand on n'en a pas. C'est souvent les riches qui disent ça fait pas le bonheur, ou alors les pauvres qui savent pertinemment qu'ils en auront jamais parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Et donc ça rassure les uns les autres de se dire c'est pas vital. Maintenant évidemment il faut avoir d'autres choses à côté, mais on est dans une société capitaliste où le coût de la vie s'intensifie chaque année, donc je vous invite à être évidemment le plus riche possible. Bah c'est vrai que tu es réputé au moins ton franc-parler pour ça et que beaucoup se leurrent aussi sur l'importance de l'argent. Aujourd'hui, comme tu dis, tu as bâti quelque chose de gros, parce que tu es parti de rien et maintenant tu as un gros patrimoine, tu as des business prospères. C'est quoi maintenant tes ambitions pour la suite? Est-ce que tu as un montant en particulier? En fait, tu te dis, moi je vise, je sais pas, milliardaire, ou est-ce que c'est juste le challenge qui te drive à partir d'un moment, parce que l'argent, au bout d'un moment, toujours plus, est-ce que ça sert à quelque chose? À 30 ans, j'ai fait une blague pendant un podcast en disant à 40 ans, je serai milliardaire et je serai le premier à l'avoir annoncé, à avoir pris ce risque de me ridiculiser. Parce que si tu dis je vais être milliardaire et qu'après tu le fais pas,
les gens évidemment vont sauter sur l'occasion puisque tout est un prétexte pour critiquer aujourd'hui dans notre société, notamment avec les réseaux sociaux. Mais c'était un message d'espoir que je voulais envoyer à la jeunesse en disant, vous verrez, si moi je le fais, vous pouvez le faire aussi. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse, j'avais pas de réseau particulier, je n'ai pas fait de grande école, je n'ai pas de talent inné. Donc c'est aussi la porte ouverte à l'espoir pour toute une jeunesse. Et je pense que c'est réaliste. Aujourd'hui j'ai 37 ans, tout va très vite. Je réalise que quand tu es sur une bonne lancée, chaque année, tu gagnes quasiment plus que toutes les autres années cumulées précédentes. Donc, il y a un effet compound qui est énorme avec en plus l'investissement qui peut beaucoup rapporter. Et c'est vrai que Blast, aujourd'hui, ça vaut 250 millions à la dernière opération et ça augmente chaque année x2 quasiment. Donc, c'est pas du tout déconnant et on déploie beaucoup d'argent, on investit 100 millions par an. Et donc, les carrides, donc la performance qu'on va prendre sur nos plus-values, nous permettent vraiment d'espérer de très gros gains dans les années à venir. Donc ça reste réaliste, pour autant, et tu as raison de le préciser, c'est plus du jeu, du challenge, qu'une finalité en soi. L'argent, c'est une conséquence d'un travail que tu vas faire et pas un objectif où tous les matins, je me lève pas en disant « il faut que je sois milliardaire ». À partir de 100 millions d'euros, j'ai pu observer que ta vie change plus beaucoup. Tu peux avoir des avions plus grands, des bateaux plus grands, plusieurs maisons. Mais globalement, quand tu as de l'argent qui tourne, tu peux vivre sur tes intérêts. C'est selon moi la meilleure technique, c'est-à-dire avoir assez d'argent pour vivre uniquement sur ses intérêts sans jamais toucher à ton capital. Admettons, tu as 100 millions de cash placés, tu sais que ça va te rapporter sans trop de risques ou de problèmes entre 5 et 6%. Donc tu as 5 ou 6 millions par an, tu enlèves les impôts là-dessus, il va t'en rester 3 en France. Bon, ben, tu dois vivre avec 3 millions et tu sais que tu n'as pas touché à ton capital. Et avec 3 millions, tu peux commencer à avoir un très bon lifestyle, avoir des maisons, des bateaux, des chefs, du staff. Donc évidemment, l'argent change les choses et je l'ai vu. Pour autant, il ne faut pas être obsédé et en faire une maladie. Moi, je suis assez généreux, c'est-à-dire que je fais attention à l'argent, mais je ne suis pas radin parce que je sais aussi que ça sert à ça. Et j'ai des amis qui sont très pingres, qui vont essayer d'accumuler un maximum, qui vont même pas se faire plaisir. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, une fois que tu seras au cimetière, c'est pas là que tu vas kiffer. Donc j'essaie au maximum, au moins pour mes proches, de faire en sorte d'avoir une vie qui est sympa et qui change de l'ordinaire. Très clair. Et comme tu dis, en même temps, c'est une conséquence du chemin qu'on fait au quotidien, de se dire un peu comme un jeu vidéo et les niveaux, je monte et la conséquence, c'est gagner de l'argent. C'est un peu les niveaux qui augmentent, quoi. Et les levels du jeu vidéo, j'adore que tu dises ça parce que c'est comme ça que je le vois. Au-delà de l'argent, j'essaie de faire pareil dans tous mes aspects de la vie. Même dans le sport, j'aime beaucoup l'idée de me former et apprendre de nouvelles choses. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait le PADI Advanced. Donc tu peux plonger à moins 40 mètres, tu as du matériel hyper technique et tu peux le faire seul, tu comprends comment ça marche. Pareil pour la chute libre, tu as ta licence A qui te permet de sauter dans le monde entier, tu as des parachutes de plus en plus petits, et tu apprends des choses, et c'est un peu comme si tu rajoutais des traits dans ton CV. Et je trouve que c'est aussi l'objectif de la vie, de savoir faire du surf, faire du ski, jouer au tennis, faire plein d'activités qui te permettent de découvrir ce que le monde a à t'offrir. Et encore une fois, les gens vont me dire « oui, mais t'as pas besoin d'argent pour ça ». Malheureusement, si tu veux le faire de manière détendue, parce que tu passes ta licence A, c'est 2500 €. Tu passes ton PADI, c'est 2000 €. Et après, une fois que tu veux aller plonger, bah, à chaque fois, ça coûte de l'argent. Si tu veux sauter, à chaque fois, ça coûte de l'argent. Surfer, c'est pareil, il faut prendre l'avion pour y aller. Donc oui, tu peux le faire en mode cost-killing. Et il y a plein de surfeurs aujourd'hui qui vont me dire « moi, je gagne 1500 € et je surfe autour du monde ». Oui, mais tu vis dans des cabanes et à 45 ans, tu n'auras pas de maison, tu as la pression sur les épaules. J'ai pas envie de le vivre comme ça. Moi, j'ai inversé le système. La plupart des gens disent qu'il faut faire YOLO. Tu vois, vivre à fond quand tu es jeune, kiffer jusqu'à 35-40 ans et après travailler. Moi, je vois l'inverse. J'ai voulu travailler très fort au début, sécuriser ma situation. Maintenant, j'ai 37 ans et me dire maintenant, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que si je veux ne plus travailler, je peux ne plus travailler. Je peux faire le tour du monde et faire du surf, du ski, du parachute, toute ma vie, tous les jours. Et ça, c'est, je trouve, une liberté exceptionnelle. Et donc, j'invite les gens à essayer de réfléchir comme ça parce qu'il n'y a rien de pire que d'être l'esclave d'un système, l'esclave d'un employeur, l'esclave de ton banquier qui t'a prêté de l'argent. Parce que je sais à quel point c'est dur de vivre en attendant le virement du RSA, de ton salaire et de trembler à la fin du mois parce que tu as une facture qui n'était pas prévue de 200 € et qu'elle te met dans la merde en fait. Et ça, je veux plus jamais le vivre. Et comme tu dis, au final, c'est être esclave de l'argent ou en être le maître. Il n'y a pas forcément de jugement de valeur à avoir par rapport à ça et c'est comme ça. Très clair, si on rentre dans le sujet de l'investissement en général,
Ça, je sais que c'est un sujet, je sais pas si tu l'abordes de base en particulier sur toi, comment tu gères tes investissements, parce que tu as réussi à accumuler beaucoup de cash avec tes business, donc tu as une forte capacité à générer de l'argent. Et après, on dit souvent qu'il y a la capacité à la générer et à le développer, parce qu'il y en a beaucoup, comme les sportifs qui en génèrent beaucoup et qui perdent tout après. Aujourd'hui, si tu veux nous donner les grandes lignes, ça ressemble à quoi ton patrimoine, ton cash, comment tu l'investis? Est-ce que c'est en grande majorité dans tes business, tes startups, private equity, ou est-ce que tu as aussi un peu d'immobilier, de bourse ou autre? Il y a 3 étapes pour être riche, et si tu en loupes une seule, tu resteras pauvre toute ta vie. C'est générer de l'argent, comme tu l'as dit, donc avoir un travail, faire un business, trouver une manière de générer des euros. Ensuite, il faut savoir les économiser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent mais qui dépensent tout, avec les iPhones, les dernières chaussures, les sapes, les trucs. Et 3, il faut savoir l'investir. Et si tu en loupes une des 3, tu ne seras pas riche, parce que l'argent que tu vas générer ne te permettra jamais d'être blindé. C'est-à-dire que personne avec un salaire a réussi à faire de grands projets. C'est-à-dire qu'il faut le leverager, il faut réussir à tirer un maximum de valeur de cet argent pour pouvoir le démultiplier, lui faire faire des bébés. Moi, je suis très impliqué startup private equity parce que c'est mon métier. Et je considère que quand tu es jeune, tu peux te permettre d'être focus sur une classe d'actifs. On dit souvent qu'il faut pas prendre de risques, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est vrai, fondamentalement. Mais si tu veux grossir rapidement, c'est pas en allant sur le SP 500 ou en prenant des trackers ou en faisant des obligations ou des comptes à terme que tu vas t'enrichir. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, même tu places 500 000 euros, et c'est déjà de l'argent pour la plupart des Français, mais tu places 500 000 euros à 5%, ça ne te ramène rien, c'est-à-dire que tu t'en fous, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Alors que si tu mets 500 000 euros dans des projets à fort potentiel, mais évidemment très risqués, il faut en avoir conscience, ça peut être des startups, ça peut être de la crypto, ça peut être du gros levier sur de l'immobilier, mais là tu peux vraiment changer de niveau, mais il faut accepter qu'il y a un risque, et moi pendant longtemps, de 18 à 30 ans, j'ai fait beaucoup de choix qui se sont avérés mauvais, j'ai fait des investissements risqués, parfois j'ai tout perdu, mais parfois ça a fonctionné et j'ai beaucoup gagné. Et à un moment, c'est ce qui s'est passé avec les startups, et il suffit d'avoir raison une seule fois pour changer ta vie, changer ton niveau, et donc les startups, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que je le maîtrise, et donc du coup, plutôt que d'aller investir sur des marchés un peu au pif, je préfère le faire où j'ai une zone de génie, où j'ai une équipe, où j'ai une expérience. Je pense que c'est clé d'être bon dans ce que tu fais. Après, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un family office, puisque comme j'ai un patrimoine qui le permet, j'ai des gens qui gèrent mon argent au quotidien, et donc ils vont me faire une répartition beaucoup plus bon père de famille. Ils vont me mettre des obliques, du CAT, des actions, enfin la totale, le classique. Immobilier, j'en ai un petit peu, mais c'est pas ma spécialité, je suis pas fan. J'en ai fait quand j'étais jeune pour commencer, des allers-retours. Là, je dois avoir, je sais pas, 4-5 immeubles qui tournent et des biens de luxe. Tu vois, maintenant, ma technique, c'est d'acheter des biens dans lesquels j'ai envie de vivre. Là, typiquement, ma dernière maison, je l'ai achetée, ça vaut 20 millions. Si je veux la louer, je peux prendre 100 000 par semaine. Donc, ça me permet vraiment d'avoir du rendement. Je le fais pas parce que je trouve que c'est une galère de faire changer tes affaires, même si tu as le staff qui le fait. Enfin, c'est quand même un bordel. Tu n'as pas envie d'avoir des gens chez toi alors que tu as vraiment mis du cœur dans l'architecture, la déco, etc. Mais je sais que, worst case scénario, si j'ai un trou de cash, je peux mettre cette maison en location, plus l'utiliser comme des maisons de vacances, et ça me permet tranquillement de faire rentrer du cash. Donc je vais plutôt me concentrer sur acheter à Miami, vraiment des endroits où je kiffe vivre potentiellement et m'y installer. Mais l'immobilier pour moi est trop lent. Je suis vraiment un impatient, j'aime quand ça va très vite, j'aime gagner du cash. Et l'IMO, c'est un fil rouge, à part si c'est ton métier, que tu fais ça toute la journée. En investissement, tu vois les fruits dans 20 ans quand tu as remboursé. Et dans 20 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et j'ai l'optimisme de me dire que dans 20 ans, je serai tellement riche que ça ne me servira à rien d'avoir gagné 1 ou 2 millions avec des immeubles. J'essaie vraiment de me dire, dans les 5 ans qui arrivent ou dans les 10 ans qui arrivent, je dois avoir généré un max de fortune. Donc l'IMO, pour moi, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Il y a en plus beaucoup de risques. Et comme j'ai un patrimoine qui est déjà tendu, on va dire, avec private equity, startup, qui peut être, on va dire, sensible à la macroéconomie, à ce qui se passe dans le monde, au marché financier, j'ai pas envie de prendre plus de risques. C'est Warren Buffett qui disait qu'il y a 3 choses qui peuvent tuer un homme financièrement. C'est les 3 L. C'est liqueur, donc l'alcool, ladies, les femmes, quand tu pètes un câble et que tu commences à oublier qu'il faut travailler sérieusement, et leverage. Parce que si tu leverages trop fort, et on a plein d'idées en tête, il y en a un paquet qui sont fait sauter comme ça, Bernard Tapie et compagnie, ils leverage, donc ils prennent des crédits, à la fin le problème c'est que tu sais plus combien d'assets tu as réellement, et quand tu as un problème sur un immeuble ou une opération, c'est un effet domino, et les banques te défoncent et te reprennent tout. Donc moi, j'ai vraiment une phobie du levier et j'évite au maximum de faire. Par exemple, les maisons, je les achète cash, tu vois, maintenant. Quand je vis dedans, j'achète cash.
C'est-à-dire que, alors il y en a plein qui vont crier au scandale, qui vont dire mais il comprend rien au levier, parce qu'en fait les gens n'ont pas de cash, donc ils comprennent pas le fonctionnement. Et à arriver à un certain stade, avoir 2 ou 3% de delta, ça sert à rien. Typiquement, je vais emprunter pour cette maison à 20 millions, on va me prêter à 3-4%, donc ça va être un focus mental, déjà ça va me saouler de savoir que je dois rembourser ça. On va me le placer, si tu veux pas trop de risques, ça va te ramener du 5, du 6%. Donc super, je vais faire un delta de 2%, et dans 15 ans, avec le risque qu'il y a eu, j'aurais en plus dû investir via ma holding, parce que c'est ma holding qui détient le bien, donc c'est ma holding qui va prendre le crédit, mais moi il faudrait que je rembourse en perso. Enfin tu vois, ça n'a aucun intérêt, et ça m'intéresse pas. Donc je préfère toujours acheter cash, et j'ai toujours eu ce réflexe, mais c'est un truc de pauvre hein, sûrement. Parce que quand j'achetais une télé quand j'étais jeune, je voulais pouvoir la payer cash. Si j'achetais un iPhone, je voulais le payer cash. Pourquoi ? Parce que je savais que j'allais me faire trouer, et les crédits à la conso à l'époque c'était la grande mode, t'appelais en un coup de fil, en 10 minutes t'avais 5000 euros, même si t'étais un clochard, j'allais dire, tu vois, j'exagère, mais même si t'as pas de revenus, les mecs te prêtaient parce que leur business model c'était de déployer un maximum d'argent. Et j'ai vu tellement de potes devenir interdits bancaires parce que ils avaient une dette énorme et compagnie, que j'attendais vraiment de pouvoir m'acheter le bien, l'acheter et être tranquille. Tu vois, il était à moi. Et donc j'ai gardé ces réflexes. Et jusqu'à présent, ça m'a plutôt bien réussi. C'est vrai qu'on dit souvent que le levier bancaire, c'est soit un des plus gros leviers d'enrichissement, si ça marche bien pour toi, soit un des plus gros leviers d'appauvrissement, si ça marche mal. Ça va trop vite quand ça se passe mal. Ça va trop vite. Moi, quand j'étais jeune, été interdit bancaire. Pour différentes raisons, et j'ai été traumatisé par le fait d'avoir une carte électron. J'avais une carte électron, tu pouvais pas retirer, t'avais pas de droit à découvert, tu pouvais à peine payer les péages parce que les péages ils passaient pas avec ta carte électron, j'avais pas de chéquier et je galérais parce que j'avais vraiment rien. Les gens ils disent oui c'est du mytho, machin, il vient d'une bonne famille, pas du tout, tu vois, j'étais vraiment dans la galère. Et en fait, être dépendant des banques, c'est-à-dire que les banques me refusaient d'ouvrir un compte, c'est-à-dire que quand t'es interdit bancaire, les banques ont le droit de refuser, et une fois que t'as été refusé par 3 banques, c'est l'État qui envoie un courrier à une banque qui dit vous devez prendre ce client. Et donc moi j'arrivais à la banque, t'étais vraiment le vilain petit canard, bonjour c'est moi, et le boulet, et tu sais il tapait mon nom, ça clignotait rouge de partout dans la banque. Donc j'ai du mal avec cet aspect de emprunter à quelqu'un quelque chose. Il y a eu beaucoup de fluctuations. On va me dire t'es paranoïaque, mais combien de fois il y a eu des problèmes avec des gens qui empruntaient par exemple en euros et qui achetaient une maison en Suisse en francs suisses, puis le franc suisse était tombé de 1,20 à 1, ce qui fait qu'ils ne pouvaient plus rembourser leur maison parce qu'elle avait pris plus 20% d'un coup. Enfin, il y a plein de scénarios où à partir du moment où tu dois quelque chose à quelqu'un, t'es dans une situation inconfortable, et moi je veux absolument pas l'être. C'est vrai qu'il y a plein d'exemples qui me viennent en tête. Par exemple, je sais celui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, que tout le monde a lu, Robert Kiyosaki, qui disent emprunter, 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 qui au bout d'un moment, je sais, il a été en faillite à cause de l'emprunt. Trump a été en faillite à un moment. Bon, et ça, c'est des mecs qui ont la chance d'être blindés de base. Tu vois, Trump, oui, bon, il a fait du business, il est fort, tout ce qu'on veut. Attends, il a fait une belle réussite, tu vois. J'aime pas critiquer ceux qui ont réussi. Et je mets de côté l'aspect politique, là on parle vraiment business. Mais son daron, il avait déjà 100 millions ou je sais plus combien de patrimoine. Donc sûr, quand tu t'appelles Trump et que ton père se porte garant, et il y en a beaucoup dans l'écosystème startup qui font semblant de s'être fait seul, la réalité c'est que quand tu connais les chiffres, quasiment tout le temps, il y a papa derrière, papa qui s'est porté garant, ou le copain de papa qui est dans la société pour t'aider. Et puis après, ils vont faire les podcasts, ils vont faire les barbeaux, les mecs, alors que c'est des grosses pipes. Tu vois, donc quand tu t'appelles Trump et que tu as la possibilité de lever facilement, évidemment t'y vas. Et puis après, tu trouves toujours des solutions. Mais si t'es pauvre, moi j'ai vraiment eu ces rendez-vous avec les banquiers où ils voulaient pas me laisser un découvert de 200 €. Les banquiers te regardent avec un air méprisant et ne t'aideront jamais. C'est-à-dire qu'un banquier, il te prête que s'il est sûr de récupérer son argent. C'est son business model. Et c'est pas une critique, c'est juste factuel. Donc un banquier, il vient, il te prête de l'argent, il sait qu'il va le récupérer, qu'il va t'en prendre plus. Et les gens comprennent pas bien le fonctionnement des taux d'intérêt. Tu vois, tu as l'impression que si tu empruntes 100, tu vas payer juste 4% sur les 100. Mais les gens comprennent pas que ça s'accumule chaque année. Et qu'une maison à 20 millions, par exemple, si j'emprunte à 4 points, ça va me coûter 10 millions sur 20 ans. Donc c'est-à-dire que la maison, je la paye plus 20, je la paye 30. Donc tu vas me dire, oui, mais si tu as emprunté ces 20, tu vas pouvoir faire travailler dessus. Ok, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse travailler mon argent pendant 20 ans. Pendant 20 ans, la performance de ces 20 millions soit meilleure que ce que je vais payer mon crédit. Et donc j'ai ce truc mental pour gagner quelque chose, et je sais que ça peut être choquant, 3-4 millions de différence, je m'en fous, c'est ce que je gagne par trimestre. Tu vois. Et donc je ne veux pas me prendre la tête pendant 20 ans, j'adore bien dormir moi. Tu mets ton focus là où tu as le plus de génération de valeur directement. Il y a beaucoup de
d'entrepreneurs qui ont commencé, qui ont débuté avec de l'immobilier, des fois pour commencer. Tu penses que c'est une bonne chose quand on veut se lancer l'immobilier, ça peut être un bon levier ou Moi, je trouve que c'est trop lent, que c'est trop de prise de tête. En France, surtout, c'est-à-dire que tu as un asset. Moi, j'aime être mobile. On est dans une génération 3.0 où la plupart des gens qui réussissent, ils sont plus en France. Ils sont capables de bouger de pays en pays en fonction de la fiscalité, en fonction des opportunités. La France est très en retard versus les États-Unis ou les Émirats en termes d'investissement. Proportionnellement, on investit 10 fois moins d'argent en France qu'aux US. Donc, si tu es entrepreneur et que tu veux une bonne valorisation pour ta boîte, tu dois être aux US ou ailleurs. Donc pourquoi rester en France? Et le problème, c'est que quand tu as tes biens en France, tu ne pourras pas les défiscaliser parce que l'intérêt économique de ces immeubles, c'est en France. Et donc, par définition, tu vas payer ton IFI, ton ISF si ça revient. Alors, on va dire oui, mais tu peux le mettre en outil professionnel. La réalité, c'est que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et les tendances de fond vont plutôt vers la gauche ou l'extrême gauche en France que vers un pays capitaliste. C'est pour ça qu'on est surendetté et qu'on a le couteau sous la gorge. Notre situation, elle est dramatique. On est au niveau de l'Italie. On emprunte à plus de 3% tellement la confiance des investisseurs est perdue. Et on sait qu'il n'y a pas d'option de sortie. C'est-à-dire que la dette aujourd'hui pourrait être acceptable si elle pouvait financer l'avenir, créer de l'innovation, mais la dette aujourd'hui qu'on a en France permet juste de survivre et on va encore emprunter 300 milliards cette année alors qu'on a déjà 3300 milliards de dettes. Et la France n'a aucune possibilité de s'en sortir. Ils dépensent 1700 milliards par an quand ils en rentrent que 1500 milliards. C'est-à-dire que tu as un trou de 200 milliards chaque année, ça choque personne. Tu vois. Il faut gérer le pays comme une entreprise. Tu as tous les pseudo-intellos de gauche qui vont te dire mais un pays peut pas être en faillite, c'est pas une entreprise. Mais c'est parce qu'ils comprennent rien, qu'ils n'ont jamais eu un business et qu'ils n'ont pas la conscience de ce que est l'argent. Un investisseur, il va pas prêter à un pays qui est pas capable de rembourser, ou alors il va lui mettre des conditions tellement horribles qu'on va se retrouver comme la Grèce, sauvé par le FMI ou l'Europe, et on va avoir un plan d'austérité terrible. Et c'est les Français qui vont ramasser à la fin, parce que les politiques, ils en ont rien à foutre. Les politiques sont dans leur petit monde doré. Je les vois de plus en plus dans les repas, chez les appartements, les trucs. Je vous assure que c'est pas eux qui vont payer les pots cassés. Donc oui, la France, c'est compliqué. Et faire de l'immobilier en France, il faut avoir une très grosse confiance dans l'avenir. Et typiquement, c'est pas mon cas. C'est vrai qu'il y a la vision plus macroéconomique sur tout ça. Et comme tu disais aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'on emprunte pour rembourser les intérêts. Terrible. Et d'ailleurs, je crois que c'est là au moment où on parle, c'est après-demain que peut-être la note va encore être dégradée. C'est terrible. Et les intérêts, rien que les intérêts de la dette sont supérieurs à l'argent qu'on déploie pour notre défense, pour l'éducation nationale, pour la santé. C'est-à-dire que rien que les intérêts de la dette sont colossaux. Et les Français réalisent pas ce que c'est. En fait, c'est tellement des chiffres de fous que plus personne fait attention. Tu vois, tu dis 3300 milliards de dettes. Et ça ne veut plus rien dire. Alors que si tu te dis, tu as 10 000 euros de dette, c'est très factuel, tu te dis, ok, 10 000 euros, je gagne 2 000 euros par mois, donc je vais peut-être pouvoir rembourser 300 euros. 300 euros, il va me falloir X mois, c'est mathématique, tu vois. 3300 milliards de dettes, comment tu mets ça dans un cash flow? Enfin, ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'ils font un peu comme les États-Unis. On verra plus tard, sauf que les États-Unis, il y a une très grande différence. C'est qu'ils ont la monnaie de réserve mondiale. Les marchés savent qu'ils ne feront pas défaut. C'est eux qui impriment quand ils veulent. Donc, il n'y a pas une défiance du monde extérieur. C'est un peu l'exemple. L'autre jour, j'entendais un mec de gauche qui disait oui, mais le Japon, ils sont encore plus endettés sur le PIB quand tu compares à la France. Sauf qu'au Japon, c'est les Japonais qui détiennent la dette. Donc, c'est les particuliers qui détiennent la dette du pays. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher des investisseurs extérieurs. Nous, la France, on ne maîtrise pas notre dette. Donc, on va emprunter avec des personnes extérieures, de nationalité extérieure. Donc, on est dans un risque qui est énorme. Et aujourd'hui, la France est un pays qui est en voie de disparition. À mon sens, c'est très triste. Moi, je suis résident fiscal français. Je paye mes impôts en France. Je vis en France parce que je considère avoir une sorte de dette, parce que j'ai fait l'école publique. J'ai été, on va dire, un produit du système et de la méritocratie. Donc, vu que je suis un contre-exemple de ce qui se passe aujourd'hui en France, j'aime bien essayer de sauver la situation à mon tout petit niveau. C'est pas moi qui vais changer grand-chose. Mais malheureusement, c'est perdu d'avance parce qu'on est dans un pays d'héritage. On est dans un pays de cooptation, de reproduction sociale. Il suffit de regarder la durée de vie des boîtes du CAC 40. Elles sont de plus de 130 ans en France, alors qu'aux US, c'est 18-19 ans en moyenne. Ça veut dire qu'aux US, il y a du mouvement. C'est-à-dire que si tu es jeune, tu vas pouvoir aller prendre la place du winner du moment. Et le winner est en pression parce qu'il se dit, il faut que je me réinvente constamment. Donc il y a un roulement qui est très naturel qui se fait et qui oblige tout le monde à travailler et à réinventer. En France, les très riches se protègent
protègent entre eux, ils protègent leur boîte, et c'est quasiment impossible pour des jeunes boîtes de réussir parce qu'il y a un plafond de verre et les institutions sont contre la nouveauté. Nous, on le voit avec Blast, on a beaucoup d'investisseurs professionnels ou de l'écosystème financier qui nous mettent des bâtons dans les roues au quotidien parce qu'ils n'aiment pas qu'il y ait des new kids on the block, quoi, tu vois, c'est le nouveau qui débarque et qui déploie beaucoup plus qu'eux. Ils aiment pas ça, parce qu'ils l'ont loupé, le coche, ils ont essayé de faire des clubs. Ça fait 10 ans que les professionnels essaient de faire ce qu'on appelle du retail. Donc le retail, c'est aller parler aux consommateurs en direct. Les banques ont essayé, les fonds d'investissement ont essayé, ils ont tous échoué parce qu'il n'y avait pas de marque. Et tu vois, les gens ont besoin de se reconnaître dans une personne pour suivre. T'as pas envie, et j'ai rien contre le Crédit Mutuel, mais d'aller dans un club du Crédit Mutuel de Jonzac. C'est pas un truc qui te fait kiffer, tu te dis pas je suis fier. Alors que nous, avec le message qu'on porte d'espoir, d'ambition, d'extraction sociale, les gens se reconnaissent, et ce qui nous a permis de fédérer plus de 10 000 membres très rapidement, en moins de 3 ans, et qui ont investi déjà 200 millions avec nous. Et donc ça nous donne la plus grosse force de frappe en early stage en France aujourd'hui. C'est aussi la puissance du personal brand. Ouais. Tu pourrais, toi, t'expatrier à terme? Je sais pas, ça va dépendre des politiciens qui arrivent. Honnêtement, c'est sûr que si c'est l'extrême gauche ou que ça commence à être vraiment trop délirant, je vais sérieusement creuser le sujet. Honnêtement, tu vois, je paye plus de 4 millions d'euros d'impôts depuis plusieurs années, rien que sur ma holding d'investissement. Donc sur mes startups purement et les gains que je fais moi en entrepreneuriat, je mets même pas mes impôts en perso ou les impôts que je paye sur mes boîtes, sinon évidemment c'est encore plus. Et je trouve ça vraiment compliqué de justifier que si tu pouvais aller dans un autre pays, je paierais 0, et donc ça me ferait 4 millions d'économiser chaque année. Donc je comprends que les gens qui n'ont pas les moyens se disent « Mais attends, s'il paye 4 millions, c'est qu'il prend tellement que sa vie va bien. » Certes, mais essayez de vous mettre à ma place ou à la place des autres riches. Si tu as la possibilité légale, c'est légal, de ne payer 0 versus payer 4 millions, imagine 4 millions ce que tu fais chaque année. En 10 ans, tu as économisé 40 millions. Enfin, c'est juste colossal. Et donc moi, l'objectif, c'est pas de dire on doit pas payer d'impôts en France, parce qu'il faut que le pays puisse tourner, mais il faut qu'on paye des impôts qui soient raisonnables, au bon moment. Typiquement, je considère que quand tu es en pleine création de valeur, quand tu es jeune comme moi à 37 ans, peut-être que tu devrais être un peu moins imposé pour continuer à créer, à réinvestir, puisque moi, je réinvestis de toute façon. Et plus me taxer quand je décéderai ou quand je serai plus vieux, parce qu'à ce moment-là, bah, c'est une nouvelle bille qui est mise dans la partie, et ça me choque pas que mes enfants, si j'en ai un jour, aient tellement d'argent que bon, bah, s'ils se font bien taxer au moment de l'héritage, ils pourront quand même réussir à jouer, tu vois. Donc il y a quelque chose à réinventer et faire en sorte de ne pas être spoliatoire. Tu payes 20-30% d'impôts, je trouve ça ok. Maintenant, on est plutôt à 47 en France quand tu additionnes tout, et ils parlent de passer à 70. Si on prend 70% de ton argent, il faut bien qu'ils comprennent, les gens, que les riches vont partir. Et alors, tu as toujours encore les intellos de gauche qui vont dire non, mais historiquement, quand Mitterrand est passé... Non mais d'accord, mais là on parle plus de Mitterrand, on est dans des situations qui sont bien plus dangereuses, et aujourd'hui on est en 2025. 2025, avec un ordinateur, tu peux travailler depuis Dubaï, ta vie elle n'a pas changé. Nous on est en full remote chez Blast. C'est-à-dire qu'il y a un bureau, mais on n'y va quasiment jamais. On a 60 personnes en remote, tout se passe très bien. Si demain j'ai envie de partir à Dubaï, je pars à Dubaï, ça va rien changer à ma vie. Donc concrètement, les temps ont changé. On n'est plus justement des fortunes patrimoniales immobilières comme les riches de l'époque qui ne pouvaient pas partir de la France parce qu'ils avaient tous leurs immeubles. Aujourd'hui, tout est décentralisé. Donc c'est beaucoup plus facile. Et je t'assure que 95% de mes amis en ce moment, qui sont riches, partent à l'étranger. Ou sont en train de travailler avec des avocats pour le faire. Donc si ça continue de monter, les gens vont partir. Je suis pas là pour défendre les riches ou quoi que ce soit, parce que j'ai cette position assez inconfortable, moi, d'être au milieu, parce que je comprends à la fois les pauvres et les riches. Les pauvres parce que je suis un ancien pauvre et que j'ai grandi comme eux, donc je connais la frustration qu'ils ont. Je sais à quel point c'est énervant de se dire « moi, je pourrais jamais y arriver » et il y a des riches qui gagnent énormément d'argent et qui se plaignent. Mais je comprends aussi les riches qui travaillent, pour certains d'entre eux en tout cas, dur, qui ont fait des sacrifices, qui font pas de week-end et de vacances pendant des années, et puis qui à la fin se font défoncer par les impôts pour être en plus dans un pays qui est extrêmement mal géré. C'est dramatique, tu vois, la gestion du pays elle est honteuse. C'est-à-dire que moi j'ai honte pour nos politiciens, et qu'il n'y ait pas de sécurité et compagnie. C'est-à-dire que tu vas à Dubaï, tu peux porter tes montres, et c'est pas un cliché, les gens me disent oui c'est de la France bashing, etc. C'est pas de la France bashing. Moi je mets aucune montre à Paris, elles sont toutes au coffre, alors que quand je vais à l'étranger je les mets. Est-ce que c'est normal? Il y a des kidnappings dans tous les sens. J'ai plein de potes, moi, plusieurs potes qui se sont fait kidnapper. Il y en a qui se sont fait couper des doigts. On pense au co-founder d'Éric Larchevêque qui fait l'émission, qui veut être mon associé avec moi. Je suis désolé, est-ce que tu as envie de vivre dans un pays où on te coupe les doigts? Et il y en a un des malfaiteurs qui est sorti de prison parce qu'il y a eu un vice de procédure. J'exagère un petit peu, mais le flic a oublié de signer un PV. Le gars, il coupe des doigts, il sort dans la nature.
C'est un pays, est-ce que tu as envie de payer des impôts pour ça? Non. D'autres exemples, il y en a plein. Tu as celui qui a eu un cambriolage chez lui, qui faisait des sports de combat. Donc, vu qu'il savait se battre, il a maîtrisé le cambrioleur. Il a ligoté le temps que les flics arrivent. Le cambrioleur a porté plainte pour séquestration. Bon, enfin, je sais pas. Et il a gagné. Donc, je sais pas, quand tu lis des histoires comme ça fait quand même un peu peur et tu te dis, mais 4 millions, où ils vont, quoi? Tu vois, pourquoi je participe? L'argent, il doit aller dans l'éducation nationale, il doit permettre aux jeunes de rêver, il doit expliquer aux particuliers comment investir pour gagner de l'argent, et c'est typiquement ce qu'on essaie de faire avec Blast, et c'est pour ça qu'il y a une telle adhésion, parce que les gens, en fait, ont accès, grâce à Blast, à un écosystème qui était fermé jusqu'à présent, très élitiste, l'investissement en start-up, et maintenant, ils sont capables d'investir à mes côtés dans les start-up de demain, de gagner de l'argent, et donc d'être indépendant financièrement, et plus être dépendant des aides et compagnie. C'est sûr que sur les expatriations, récemment j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec Simon Dargon qui est un avocat fiscaliste et il disait que ces demandes d'expatriation, ça a fait x5, x6 sur les accompagnements et c'est souvent, comme tu dis, Dubaï, ou États-Unis aussi beaucoup cette année. Ouais, ça arrive. États-Unis, Miami et compagnie, c'est intéressant. T'as Dubaï, t'as Chypre, t'as Grèce, t'as Géorgie, t'as Malte, t'as Italie. Même en Europe. Plein d'endroits. T'as plein d'endroits. Et la France, je fais mon petit pari, va taxer très fort les riches. Ils vont se barrer, et dans 5 ans ou 10 ans, ils vont tous les rappeler et faire des offres comme le Portugal a fait à une époque. Revenez, et pendant 5 ans, vous n'avez pas d'impôt. C'est évident, parce qu'ils vont vouloir faire revenir les riches. Sauf que le riche, c'est un peu comme un lapin, quand il a été tiré à la chasse, il ne revient pas, tu vois, dans la zone, il taille. Et donc, cette frustration, je pense, va rester longtemps, et c'est dommage, parce qu'on a un pays magnifique. On a des talents qui étaient incroyables. Bon, maintenant, ça devient de moins en moins bon parce que le niveau de nos études est tellement bas que les talents, ils sont plus en France, hein, même les ingénieurs. Mais il va falloir trouver une solution rapidement dans 10 ou 15 ans parce que c'est le peuple qui va souffrir, hein, pas les riches. Encore une fois, les riches, la France, c'est très sympa. Les gens ils disent oui, mais ils pourront plus vivre en France. Ok, non, mais tu sais, quand tu vis à Los Angeles, Miami, New York, dans les grandes villes, la France, ça n'a pas des trucs uniques, hein. T'as les mêmes restaurants, t'as la même bouffe, t'as les mêmes trucs. Alors ok, les haussmanniens, c'est joli, mais si t'économises des millions chaque année, tu vas t'en passer, hein. Tu regarderas les photos sur Google ou tes anciennes photos de vacances et ça ira très bien. Je crois que tu as en partie répondu déjà par tout ce que tu as dit à cette question que je vais te poser, mais globalement aujourd'hui, avec le cash que tu génères, est-ce que tu es plus dans une logique de dire j'investis pour encore grossir à fond, faire du rendement, ou maintenant j'avais rien avant, j'ai quand même réussi à générer de l'argent, j'essaie un peu de le consolider, d'investir dans des trucs plus safe. Donc, tu as plus la logique de je réinvestis massivement dans du risqué pour aller toujours plus loin. C'est toujours ta dynamique actuelle. Je réinvestis dans du risqué sur mon métier, Startup Private Equity. Mais pour le coup, mes banquiers ont un ordre qui est très clair et je leur expliquais, vous, votre travail, c'est pas de me rendre riche, mais c'est que je reste riche. D'accord. Okay. Donc, du coup, je leur demande des investissements à 5-7% en moyenne, je suis très content. Donc, ils m'en font quelques-uns un peu risqués, à 15-16% de temps en temps. Mais l'objectif, c'est à la fin de l'année, je leur dis, vous m'avez pas perdu d'argent, j'ai mes 5-6%, je vis sur ces 5-6% de rendement et tout va très bien. Moi, je m'occupe d'amener des gros flux. Donc, j'aime pas trop le risque. Il faut vraiment se méfier des promesses des banquiers. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont rémunérés sur les produits qu'ils vous placent. Hein. Donc, ils vont toujours vous sortir des plans. À l'époque, c'était les SCPI et compagnie. À une époque, c'était les campings. Enfin, il y a toujours des nouveautés. La réalité, c'est quand tu fais les comptes 4-5 ans après, c'est souvent de la merde. Et vaut mieux gérer ton argent avec quelque chose qui te plaît. Ne pas prendre trop de risques. Tu vois, tu prends, si tu n'as pas les moyens d'avoir des bons banquiers ou des family office, tu prends des ETF Action Monde, tu prends un ETF crypto, tu prends les grands classiques. Tu t'inventes pas une vie à aller acheter du shitcoin en te disant je vais faire des x50 sur des altcoins ou des trucs comme ça parce que sauf si tu es vraiment bien renseigné, que tu es dans le secteur, c'est de la pure chance, c'est du gambling. Et le gambling, généralement, ça paye pas sur le long terme. C'est un peu comme le casino, tu vas pouvoir gagner 2-3 fois à la roulette. Mais à la fin, quand tu feras les comptes sur 10 ans, c'est plutôt le casino qui aura gagné contre toi. Très clair et très intéressant ce que tu disais d'ailleurs sur les banquiers, que des fois, il y en a beaucoup, en fait, on va voir un gestionnaire de patrimoine et il nous fait le plan d'investissement, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Mais là où il est rémunéré, c'est qu'il est rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires sur le produit. Exactement. Donc, c'était le produit où il prend le plus de com et pas celui où c'est le plus rentable pour nous. C'est le problème des gestionnaires de fortune, etc. Moi, je l'ai vu, hein, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Ils te disent tout est gratuit pour toi, mais les gens ne comprennent pas que quand ils te placent une SCPI, par exemple, il y a une SCPI où il va prendre 2% de rétrocommission et une autre où il va prendre 1%. Bon, mais il va vous pousser celle qui est à 2, même si elle est moins bonne que l'autre. C'est mathématique.
Et ça montre que les intérêts sont désalignés et c'est pour ça que les membres kiffent quand ils investissent avec Blast parce que nous, on est incentivé sur le carry de la performance, donc c'est-à-dire que c'est la boîte qui doit faire une plus-value pour qu'on ait nos 20% de commission de performance. Et donc, cette commission de performance, si on place des boîtes de merde, on va pas en avoir et en plus, on investit notre argent. Demande à ton banquier d'investir son oseille quand il te propose une SCPI, tu vas voir la tête qu'il va faire. Nous, c'est ce qu'on fait. À chaque fois qu'on propose un dossier, je mets de l'argent personnel, Samuel, mon cofondateur, met de l'argent personnel, les équipes, la plupart du temps, mettent de leur argent personnel, même si c'est pas obligatoire, et ça montre qu'on est tous alignés dans le même sens. Ça, c'est une très bonne question que des fois, on a des clients et on leur dit... quand il y a un banquier ou autre qui leur a proposé une assurance vie avec 3% de frais et des fonds euros ou autre, est-ce que vous investissez dans ce produit? Est-ce que vous investirez dedans? Parce que la plupart du temps, non, pas du tout. Mais bon, c'est après, des fois, ils ont juste des objectifs commerciaux. Donc, on a compris que tu es hyper focus toujours sur ton domaine d'expertise, startup, private equity, etc. Pourquoi, à la base, tu as choisi ça comme moteur, les startups, le private equity? En quoi tu penses que c'est aussi ce qui permet le plus d'accélérer le plus rapidement? C'est ce qui est le plus stimulant aussi? Pourquoi ce secteur de base? Et exactement. 1, c'est ce qui te permet de gagner le plus d'argent. 2, c'est le plus excitant. Il suffit de regarder les chiffres de McKinsey depuis 10 ans, les assets startup, la verticale capital risque, on appelle ça, ramènent plus d'argent que n'importe quelle autre verticale, que ce soit l'OBO, LBO, immobilier, bourse, ce que tu veux. Les performances sont colossales. On va parler tout à l'heure de Y Combinator et de leur perf historique. Elles sont juste délirantes. La moyenne, c'est x10, hein, si je spoil, sur des investissements. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Donc les startups, c'est vraiment ce qui peut te rendre riche très rapidement. Il y a du risque, attention. Hein, je répète que tu peux perdre ton argent si tu investis sur les mauvaises startups. Et c'est pour ça qu'il faut être dans un maximum de projets pour dérisquer. C'est-à-dire que si tu es dans 50 startups différentes, même si tu en as 25 qui meurent, ça peut être compensé par d'autres boîtes qui vont bien réussir. Donc c'est vraiment une stratégie. C'est pas comme l'immobilier où tu achètes un immeuble, si tu achètes une startup, tu investis dans une startup, tu as de grandes chances de perdre ton argent parce qu'il faudrait que tu sois très chanceux pour avoir pile poil la startup qui va exploser. C'est quand même assez rare d'avoir une startup qui va faire d'énormes multiples. Donc il faut être un professionnel pour se positionner. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est très excitant. Tu rencontres des fondateurs qui sont passionnés, qui sont des experts de leur domaine. Il y en a, ça va être l'intelligence artificielle, d'autres le hardware, le SaaS, la biotech et le spatial. Et donc nous, on investit à la fois dans des fusées comme Latitude, où on veut retrouver notre indépendance nationale et envoyer nos propres fusées. On peut investir chez Weir, qui est de la technologie de pointe, pour te géolocaliser en indoor, même s'il n'y a pas de signal. On peut investir dans Ziwig, qui te permet de décrypter et de savoir à l'avance si tu as l'endométriose pour les femmes grâce à l'intelligence artificielle et des tests salivaires, ce qui était impossible. Donc tu as un impact direct sur la société. Tu vois des boîtes au début où il y a 10-15 personnes quand tu rentres, et puis elles peuvent finir à des milliers d'employés. Et donc ça, c'est incroyable de te dire j'ai parié sur une boîte. Parier, c'est pas le bon terme parce que tu investis, donc il y a vraiment une recherche, une due diligence, un audit que tu vas mener sur la boîte. Et cette boîte, qui au début était toute petite, va grossir et vaut maintenant des milliards, peut devenir une licorne, voire une décacorne, donc une boîte qui vaut des dizaines de milliards. Et donc, évidemment, pour moi, c'est ce qui fait le plus de sens versus investir en bourse, même s'il faut de la bourse. Attention, je dis pas qu'il faut pas y aller. Mais la bourse, ok, c'est des boîtes qui font déjà des dizaines de milliards. Elles n'ont pas besoin de toi. Tu es une goutte d'eau dans l'océan de leurs actionnaires. Tu ne représentes rien. Quand tu es investisseur dans une startup, tu es au board. Tu peux parler des décisions. Tu peux challenger les entrepreneurs. Ils ont besoin de toi, ils t'appellent. Moi, très souvent, mon téléphone sonne. C'est un fondateur qui me pose une question. Ok, je suis à tel sujet. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Boum, bam. Tu vois, intellectuellement, c'est très stimulant. C'est vrai qu'en plus, le private equity, on voit que maintenant, il y a de plus en plus une demande parce que, comme tu dis, c'est stimulant, qu'on voit les performances historiques qui sont plus élevées. Moi, je le vois quand je fais des contenus sur le private equity, ça marche beaucoup. Mais historiquement, c'est une classe d'actifs qui est réservée à une grosse élite. Historiquement, pour rentrer dans des fonds de private equity, il fallait des très gros tickets d'entrée. Maintenant, ça se démocratise, il y a de plus en plus de choses dans ce que vous faites. Et des fois, d'ailleurs, il y a des personnes qui viennent souvent me demander, qui tombent sur le Blast Club ou autre, et qui disent c'est quoi la différence entre, par exemple, le Blast Club ou un fonds de private equity ou autre. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Blast Club et comment vous investissez, vous? Le Blast Club, c'est un club où les particuliers peuvent investir à mes côtés dans les mêmes startups que moi, aux mêmes conditions que moi. Donc, ils sont vraiment protégés avec mes avocats, avec mes équipes. On est 60 pour trouver les deals, mais aussi les exécuter, les suivre dans le temps, ce qui est très important. Et surtout, tu peux investir à partir de 1 000 € par projet. Et ça, c'est le gros hack qui a fait que ça a explosé. À l'époque, tu le disais très bien, pour investir dans les startups, il fallait mettre des tickets minimum de 30 000, 40 000 € dans une startup. Et si tu voulais rentrer dans un fonds, c'était minimum 200, 300 000 € pour des fonds startups.
startups. Et parfois, pour les très bons fonds private equity, c'était plutôt du 500 000, 1 million. Donc, ce qui fermait les portes au commun des mortels, disons. Là, le but du club, c'est tu peux investir avec nous. Donc, on va te présenter une vingtaine de projets dans l'année, plus maintenant le Y Combinator dont on va sûrement parler tout à l'heure. Et en plus de ça, tu as la possibilité de te former. Il y a vraiment cet aspect envie d'évoluer, puisqu'on met à disposition gratuitement dans le membership 100 heures de formation avec vraiment des experts, que ce soit des avocats, des banquiers, des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes de family office, même fiscalement, comment optimiser. On va faire des rendez-vous toutes les semaines en visio, ce qu'on appelle des rencontres blast avec des entrepreneurs de génie qui vont parler de leur parcours. On va aussi avoir des pitch live pour les startups Confidence où les entrepreneurs vont venir pitcher leurs projets comme devant des vrais investisseurs. Et toi, tu es en live, tu peux leur poser leurs questions en direct. Donc, il y a vraiment cet aspect communautaire, puisqu'il y a aussi un Discord où tu as des milliers d'échanges chaque jour. Donc, tu as des milliers de membres qui sont dans des canaux triés. Donc, tu vas avoir un canal startup, un canal finance, un canal crédit bancaire. Et tu as des experts de tous les secteurs, puisqu'on a évidemment des avocats, des comptables, des commissaires aux comptes, des entrepreneurs, enfin, toutes les classes de la société. C'est un peu comme les nouveaux francs-maçons modernes. Partout où je vais maintenant, il y a toujours un membre Blast qui me dit « je suis chez Blast » et tout, qui me fait un petit clin d'œil et qui m'arrange. Donc, c'est très pratique. Et c'est incroyable de voir qu'on a réussi, je pense, que la politique devrait faire, à savoir réunir toutes les classes sociales de la société, de toute origine. Tu as à la fois des jeunes qui ont 22 ans et qui sont déjà en train d'investir de l'argent. Alors évidemment, ils mettent des petits tickets, ils mettent 1 000 € par-ci, 1 000 € par-là, mais ils ont ce mindset, ils se forment, ils apprennent. Et quelqu'un me disait ça à Genève, on a fait un événement là il y a 2-3 jours, et j'avais un jeune de 22 ans qui me disait « moi je travaille, j'ai arrêté les études parce que je pouvais pas me les payer. Maintenant, je travaille en banque, en investissement. En plus, j'investis dans le Blast Club. En plus, j'essaie de faire de l'immobilier. » La jeunesse a envie de s'extraire. Et vraiment, je le sens, c'est assez impressionnant et ça me rassure sur l'avenir. Donc, tu as des jeunes de 22 ans et puis tu as des grands-pères qui ont 60 ans et qui disent « moi, j'en ai marre de donner mon argent à gérer à des banquiers, de même pas savoir ce qu'ils font avec. Je veux être au contact des jeunes, je veux essayer de les aider. » Et ça réunit les générations puisqu'il y a des grands-pères qui investissent avec leurs filles. Et encore, il y a 2 jours, une fille m'a dit « ça m'a rapproché de mon père parce que moi j'ai la lecture très jeune, donc je regarde les réseaux sociaux, je regarde la marque, je regarde la communication. Lui est beaucoup plus financier de l'époque et donc il va regarder les BP, donc les business plans, les cash flows, puisqu'on va mettre évidemment à disposition tout ce qu'on creuse sur la société. Et quand on présente la boîte, 2 fois par mois, on a une nouvelle boîte qui est présentée, on met l'intégralité des documents, on met les pitch vidéo, on met les cash flows et chacun peut être maître de son investissement. Tu décides si tu viens ou non investir avec nous. On n'est pas un fonds d'investissement, on ne gère pas ton argent. L'argent, il passe jamais par nous. Tu l'envoies directement sur le compte du SPV, donc qui est une sorte de holding, qui elle-même va rentrer directement dans la startup. On a lancé ça depuis 3 ans. On a investi dans plus de 100 dossiers maintenant, plus de 200 millions d'euros. Donc c'est une grosse réussite et on est ravis de voir que cet écosystème est en train de s'ouvrir, même si ça a fait grincer des dents au début. Parce qu'évidemment, c'est comme quand tu as un bon gâteau, tu veux le garder pour toi et pas en laisser aux voisins. Et donc les fonds d'investissement professionnels voulaient absolument garder les startups parce que c'est une classe d'actifs qui rapporte tellement d'argent depuis 10 ans. On voulait surtout pas le donner aux particuliers. Donc il y avait ce jugement un peu prétentieux de les particuliers ne devraient pas investir dans les startups. Ils sont trop cons, ils comprennent rien, ils vont perdre leur argent. Trop risqué. C'est vraiment ça. Oui, c'est trop risqué. Comme si on était stupide en fait. Et parce que eux considèrent qu'ils sont intellectuellement tellement supérieurs à nous qu'ils vont faire les bons choix. Alors que la plupart des VC, notamment français, qui ont des performances atroces. C'est-à-dire que historiquement, quand tu les regardes, c'est atroce. Ils ont perdu tellement d'argent à leur LPs, donc c'est les investisseurs des investisseurs, ce qu'on appelle les limited partners. Ils devraient être très silencieux, mais pourtant ils continuent de parler. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tellement d'argent à gérer dans les années 2017, 2018, 2019 qu'ils investissaient à des valorisations complètement délirantes. Donc il y avait des licornes qui étaient créées artificiellement parce que les pouvoirs publics avaient dit « il nous faut des licornes en France ». Et donc on allait mettre 200, 300 millions d'euros dans une boîte qui faisait peut-être 5 millions de chiffre d'affaires. Et personne ne disait rien. Et donc, du coup, ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation où toutes leurs boîtes se sont cassées la gueule. Ils ne peuvent plus lever de nouveaux fonds parce que les LPs, ils n'ont pas récupéré l'argent des fonds précédents, donc ils ne veulent plus y aller. Et ça a mis l'écosystème au point mort. Et donc, la France est dans une situation compliquée. C'est pourtant ces mêmes personnes qui viennent nous critiquer. Alors que nous, on a une stratégie d'investissement qui est beaucoup plus cohérente et bon père de famille. Nous, l'idée... Et je l'ai toujours défendu, il suffit de regarder les podcasts, même de 2018-2019, où j'avais même pas créé Blast encore. J'ai toujours dit, moi, mon objectif, c'est de faire des x7, x8, x10 à la chaîne. Je vais pas viser des licornes où je vais faire des x2000 et compagnie, comme la plupart des fonds qui veulent pouvoir racheter l'intégralité de leur fonds avec un seul investissement. Je l'explique en 1 minute parce que c'est intéressant. Un fonds d'investissement, par exemple, professionnel parisien, qui lève 100 millions.
il va mettre 10 tickets de 10 millions. Ok, donc il va faire 10 startups différentes. Son objectif, quand il met 10 millions dans une startup, c'est que cette startup puisse racheter l'intégralité de son fonds. Donc il doit pouvoir faire 100 millions de plus-value avec cette startup. Sauf que pour faire 100 millions de plus-value, vu que tu vas avoir que 20% de caride sur cet investissement, ça veut dire qu'il faut avoir une boîte qui va faire des centaines de millions, voire des milliards avec la dilution qu'il va y avoir en cours de route. Et donc tu vas chercher que ce qu'on appelle des moonshots. Fonds d'investissement vont vouloir chercher le prochain Uber, le prochain Airbnb, le prochain Stripe, le prochain Coinbase, bref, des énormes réussites, sauf qu'en France, tu n'en as pas. Et même dans le monde, il y en a très peu. Alors que nous, notre stratégie, c'est plutôt de rentrer dans des valorisations qui sont basses, mais cohérentes, structurées, avec des boîtes qui font vraiment du chiffre, sur lesquelles on peut faire un travail de projection financière, et de sortir quand on peut matérialiser 1x5, 1x6, 1x7, 1x10. Parce que nous, en fait, on n'est pas obsédé par le caride, on préfère investir dans plein de startups et avoir un plus fort taux de réussite, parce qu'on sait que pour les membres, c'est très important de ne pas perdre 90% de tes startups et d'avoir les fesses serrées pour que la dernière puisse sortir. Et on a tout de suite essayé de travailler sur un système de liquidité, ce qui n'était d'ailleurs jamais fait en France ou même en Europe. Quand tu investis dans les startups de Blast, on a créé ce qu'on appelle le Blast Market, qui est un tableau d'affichage où tu peux mettre des annonces en disant « Moi, je suis vendeur de telle action à tel prix » et d'autres membres Blast peuvent les acheter et ça génère des millions d'euros de plus-value depuis le début de l'aventure Blast parce que des membres vont s'échanger leurs titres. Nous, on n'intervient à aucun moment. Et les membres s'achètent et se revendent leur part entre eux. Et donc, c'est exceptionnel parce qu'on a apporté de la liquidité à un marché qui n'en avait pas, initialement dans les startups, et ça a toujours été comme ça historiquement. Tu restais collé, on appelle, pendant 6, 7, parfois 10 ans, sans avoir d'événements de liquidité. Les événements de liquidité, c'est quoi? C'est soit un IPO, soit une vente à un industriel, soit un cash-out en cours de route, donc dans un précédent round, mais tu n'es jamais vraiment maître de ta liquidité, alors qu'avec Blast, tu as cette possibilité. Donc au final, sur le fonctionnement un peu technique, où, comme des fonds d'investissement, vous proposez de faire l'intermédiaire pour investir dans les startups, sauf que là, vous donnez le choix à chaque personne d'investir dans les startups qui le Exactement. Contrairement à un fonds, et tu as raison. Voilà. Un fonds, tu mets ton argent, le fonds il dit merci monsieur, au revoir, rendez-vous dans 10 ans. C'est nous les pros. Quoi. Et c'est eux qui gèrent. Et tu n'as pas de droit de regard, tu n'as même pas de reporting, tu n'as rien. Alors que nous, il y a vraiment cet aspect ludique où tu vas participer et choisir tes startups. Donc c'est vraiment une notion de club, c'est pas juste un fonds qui va gérer ton argent, c'est un club qui va te proposer des dossiers où tu sais que moi je mets mon argent quoi qu'il arrive, donc c'est que je suis bullish, et tu décides si tu y vas ou pas. Et donc intellectuellement, les membres adorent parce que ça te fait toucher à des verticales que tu ne fréquentes pas au quotidien. C'est vrai qu'il y a un truc qui est bien dans le private equity, c'est l'alignement d'intérêts sur la rémunération. Ça, c'est valable partout. Avec les carrières d'intérêt que tu disais, là où la plupart de la rémunération vient sur la sous-performance. Que vous faites, vous prenez 20% de la sous-performance, c'est ça le carry interest du coup. Tu as parlé tout à l'heure de Y Combinator. Pour les initiés de l'entrepreneuriat, tout le monde connaît, parce que c'est un peu l'incubateur star des États-Unis qui a permis à beaucoup de grands noms d'aujourd'hui de se lancer, et beaucoup d'anciens fondateurs de grands noms qui aujourd'hui sont mentors chez Y Combinator. Quel lien ça aujourd'hui avec Blast? Qu'est-ce que vous faites avec eux et en quoi ça consiste, Y Combinator, si tu peux un peu préciser sur tout ça? C'est une incroyable nouvelle qu'on vient d'annoncer, effectivement. Les membres Blast peuvent maintenant investir dans les startups du Y Combinator, qu'on appelle YC, qui est le meilleur incubateur du monde. C'est la machine à licorne, à décacorne. Ça a été créé par Paul Graham il y a 20 ans. Il y a Sam Altman qui était le CEO encore en 2015, donc le CEO d'OpenAI. Donc c'est vraiment des stars qui ont créé des boîtes exceptionnelles comme Airbnb, Dropbox, Stripe, Coinbase, Reddit, Twitch. Donc vraiment c'est du très lourd. Il suffit de reprendre les chiffres historiques pour réaliser à quel point c'est une opportunité incroyable pour nous, en sachant que c'était impossible d'investir quand tu étais un particulier. C'était vraiment réservé aux très grands professionnels, aux très grands noms, aux noms qui avaient du réseau. Même moi, je ne pouvais pas investir chez YC avant. Et donc du coup, quand tu prends les chiffres historiques, ça te rassure sur les multiples que tu peux générer, puisque tu as 6% des boîtes qui sont passées par YC qui sont devenues des licornes, donc des boîtes supérieures à 1 milliard de valo, et tu as 12% de ces mêmes boîtes qui sont devenues des décacornes. Donc décacornes, c'est des boîtes qui valent plus de 10 milliards. Donc c'est juste colossal. Et comment c'est possible? La sélection est drastique. Tu as plus de 10 000 boîtes qui se présentent à YC à chaque promotion et ils en gardent une centaine. Donc c'est plus exclusif qu'Harvard pour rentrer, c'est extrêmement compliqué. Et nous, on a réussi à pouvoir investir dans ces startups et on va même plus loin parce que pour ceux qui connaissent, il y a le démodé, donc c'est assez connu. Le démodé, c'est
Chaque batch de start-up, on a un par trimestre, va avoir un jour de présentation où ils vont pitcher leur projet devant un parterre d'investisseurs triés sur le volet. Et ça leur permet généralement de lever le tour de table qui est compris entre 2 et 5 millions d'euros. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à investir avec les membres avant même ce démodé, parce que les meilleures startups de la sélection, donc les meilleures des 100-150 boîtes, vont closer leur tour de table avant même de faire le démodé, tellement elles sont sexy. Donc c'est-à-dire que c'est une sélection dans la sélection, les membres peuvent venir choisir les startups qui les excitent, qui les intéressent, et se positionner avant le démodé, ce qui nous permet d'avoir l'assurance, d'avoir une participation dans les boîtes, parce qu'évidemment, ces boîtes-là ont tellement de choix qui peuvent refuser les investisseurs, c'est ce qui est paradoxal, hein, mais les très bonnes boîtes, d'ailleurs même pas que chez YC, hein, dans le monde entier, si tu veux rentrer dedans, c'est extrêmement compliqué parce qu'elles n'ont pas besoin de toi, elles n'ont pas besoin de se prendre la tête. Si elles ne te connaissent pas ou que tu ne peux pas apporter quelque chose factuellement, elles t'ouvriront pas les portes. Et donc maintenant, c'est possible d'investir chez YC à partir de 1 000 euros, encore une fois, comme on l'a toujours fait. Et donc les membres sont évidemment ravis. C'est une très grande nouvelle. Les performances historiques sont folles. Un investisseur qui a déployé dans au moins 8 boîtes dans les 4 promotions dernières fait un multiple médian, pas moyen mais médian, de x 10,50. Donc, c'est-à-dire que tu mets 1, tu récupères 10, et puis après, tu n'es pas à l'abri d'avoir un coup de chance. Par exemple, ceux qui ont fait Airbnb, quand c'était chez YC, ont fait x 31 000. Donc, c'est évidemment le record de YC. x 31 000, juste pour expliquer, tu mets 1 000 euros, tu récupères 31 millions 12 ans plus tard. Donc, c'est long, mais 12 ans plus tard, quand tu as le virement, ta conseillère de la caisse d'épargne de Poitiers, elle tord la bouche hein, quand elle voit 31 millions arriver. Et donc c'est ça que j'aime dans les startups. Elle va t'appeler dire bon, vous avez eu un bug, on reçoit un virement là, des US de 31 millions, mais on va régulariser. Hein. Je dis non, c'était mon investissement il y a 12 ans. Vous vous souvenez quand vous m'aviez proposé une SCPI pourrie qui allait me ramener 1,5%. Bon, ben moi j'avais investi là, je m'étais écouté et je pariais sur la technologie et l'innovation plutôt que vos produits tout pourris. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on attend des startups, avoir du gros rendement, avoir du risque, avoir de l'excitation et en plus se former intellectuellement. Et comment vous sélectionnez les startups? Ça peut être très intéressant de savoir comment on peut choisir une potentielle pépite de demain, une entreprise. Par exemple, pour YC, est-ce que vous dites, OK, ils ont déjà fait leur sélection, ils sont très bons, du coup, toutes les entreprises de YC, elles sont accessibles, ou est-ce que vous refaites, vous, votre sélection, celle-ci, il y a du potentiel, celle-ci, c'est quoi un peu votre modèle? On fait toujours la même chose quand on présente des startups aux membres. On va faire notre propre travail de due diligence, d'audit, qui est vraiment extrêmement poussé et c'est un métier. Et c'est là-dessus que je veux appuyer. Investir en startup, ça peut paraître rigolo. Il y en a plein qui vont vous dire oui, viens, on investit dans une startup, je connais un fondateur. Mais à tous les niveaux, c'est compliqué. Déjà, il faut avoir le bon deal flow. Le deal flow, il est off-market. C'est-à-dire que le deal flow, c'est les dossiers, recevoir les pépites de l'écosystème. Parce que les pépites, elles vont pas se mettre en ligne en disant sur Instagram, je lève des fonds. C'est que du bouche à oreille, il faut avoir les intros, avoir le bon réseau. Donc déjà, il faut avoir du sourcing. Ensuite, quand tu as le sourcing, il faut savoir analyser quelque chose. Et analyser un dossier, il y a 100 points de contrôle, à peu près. Donc je te l'ai fait en gros, mais tu as le réglementaire, tu as le juridique, tu as la partie financière, tu as la partie produit, tu as la partie réputation, tu as la produit visibilité. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et donc nous, on a une équipe de professionnels, on est 60, qui va décortiquer littéralement tous les KPIs de la boîte pour voir si c'est vrai, si c'est carré, et qui va même défendre nos intérêts avec des pactes actionnaires extrêmement précis. Un pacte actionnaire, ça fait 50 pages. C'est-à-dire, si tu ne connais pas l'investissement en start-up, tu peux pas... Et d'ailleurs, moi-même, avec l'expérience que j'ai, je ne pourrais pas faire seul un pacte actionnaire. C'est des avocats spécialisés. Il suffit qu'il y ait une phrase qui soit tournée un petit peu tordue. Tu n'as plus aucun droit, tu vois, dans la cap table. Donc, il faut vraiment que les particuliers réalisent que tu ne peux pas y aller seul. C'est comme si moi, demain, je m'invente une vie et je veux investir dans les cryptos et parier sur un altcoin au hasard. Ouais, peut-être que je vais avoir de la chance, mais c'est juste de la chance. Si je sais pas lire un white paper, que je sais pas lire la supply de tokens, etc. Bon, ben c'est exactement la même chose dans les startups. On va vraiment se concentrer sur les points de contrôle. Et après, les critères d'investissement, les plus importants, disons, dans ces 100 points de contrôle, c'est l'équipe. L'humain. L'humain, c'est très important, donc on va faire un gros benchmark sur leur passé, leur expérience, on va regarder leur capacité à évoluer, à apprendre, à devenir de meilleurs entrepreneurs, évidemment leur détermination, leur résilience, parce que c'est extrêmement dur d'entreprendre. On va regarder aussi la taille du marché. Donc la taille du marché, c'est combien est-ce que ça peut nous faire gagner. On est très froid là-dessus, on touche à toutes les verticales. C'est-à-dire qu'on est un club qui veut s'enrichir. On n'est pas là pour faire de la philosophie ou de la politique. On veut gagner un maximum d'argent, donc on est vraiment prêt à regarder toutes les verticales, mais on regarde la taille du marché. Si tu nous amènes un projet qui a un marché de 200 millions d'euros, ça ne nous intéresse pas.
Ce qu'on veut, c'est un marché à plusieurs milliards, parce qu'on se dit, même si tu arrives à en choper que 5% de ce marché, ça va générer des centaines de millions de chiffres d'affaires, et donc une valorisation mathématiquement qui va être intéressante pour nous en tant qu'investisseurs. 3, il y a le produit. Donc on veut regarder si le produit répond à un besoin. Est-ce que l'exécution est bonne? Et le produit, je dis produit, c'est pas forcément un déodorant ou un produit physique. Ça peut être un service technologique, ça peut être du service, ça peut être une intelligence artificielle qui va te générer des agents AI pour aider les jeunes à étudier. Tu vois, je pense à YouLearn, on a investi chez eux à YC. C'est pour les jeunes qui uploadent leurs cours et tu as l'intelligence artificielle qui automatiquement va te simplifier le cours, te faire des fiches de révision, qui va te faire des quiz automatiques et te mettre à dispo un professeur qui est un agent IA évidemment qui parle avec toi pour t'expliquer. Donc s'il y a un truc que tu comprends pas, tu dis attends, dans l'exercice 3 je comprends pas, tu dis que l'hypoténuse machin, hop il t'explique oui alors l'hypoténuse, nanana. Donc tu vois c'est la possibilité pour la jeunesse d'avoir des outils technologiques qui te permettent de bénéficier de ce que seuls les riches avaient à l'époque, un professeur particulier. Et c'est ça qu'on aime dans les startups, c'est que tu vas révolutionner des secteurs et il n'y a rien de plus excitant que ton argent que tu as durement gagné, bon, mais tu vois où il va. Et tu as les reportings en plus avec Blast tous les trimestres de ce qui se passe dans les boîtes. Donc tu es au courant de l'évolution, tu vois si ça fonctionne pas, ils t'expliquent quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Et donc même toi en tant qu'entrepreneur, ça t'apprend tellement de choses qu'il y a plein de membres Blast qui nous ont dit depuis que je suis membre, j'ai appris l'utilisation de nouveaux outils, je suis devenu moi-même entrepreneur, j'ai évolué sur tel sujet et donc du coup dans ma boîte j'ai impliqué ce process comme tel fondateur l'avait fait. Vraiment c'est intellectuellement ultra revigorant. Ouais, c'est beaucoup plus stimulant. Et comme tu as dit, tu dois avoir un deal flow assez C'est monstrueux monstrueux. parce que bah, aussi tu es exposé médiatiquement. Et donc je suppose que tous les jours tu dois recevoir des gens qui te Énorme. pitchent leur La startup. sélection, c'est on prend moins de 1%, on reçoit des milliers de dossiers chaque mois. Hmm. C'est colossal, c'est colossal. Ouais. Donc sur tout ce deal flow, en général, par exemple, un fonds d'investissement, il a une thèse d'investissement. Toi, comme tu l'as dit, vous avez utilisé des multiples 7-10. Et des fois, il y en a qui disent, OK, moi j'investis que dans la cybersécurité, moi j'investis que dans ce domaine, etc. Vous, c'est quoi un peu les domaines? Et du coup, la question qui en découle, c'est quoi un peu les tendances que tu vois sur les 5-10 prochaines années, les domaines où vous vous dites, c'est là qu'il faut placer, c'est ces startups-là qui peuvent avoir le plus d'avenir, quoi. On est sur la plupart des domaines sexy de start-up. On va faire beaucoup d'intelligence artificielle, évidemment, en ce moment. On va faire du spatial. On aime beaucoup le spatial parce qu'on est très en retard en France et en Europe. Et il va falloir qu'on retrouve notre indépendance, notamment dans des temps de guerre, bellicistes comme c'est aujourd'hui. On va faire beaucoup de médical, biotech. Parce que l'intelligence artificielle, en fait, est en train de développer de nouvelles ressources, de nouveaux médicaments, de nouvelles possibilités de prescription ou même de détection de maladies. Donc on croit beaucoup au médical. On va faire du hardware, du biohacking, du SaaS, donc du logiciel, même si c'est un peu en retrait pour le moment parce que ça a été la grande mode il y a 5 ans. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on va vraiment rester ouvert à tous les sujets en sachant qu'on a ce qu'on appelle des KOL, Key Opinion Leaders. C'est des experts sectoriels qui vont nous accompagner à la fois dans le sourcing des dossiers, donc des personnes qui vont nous envoyer leur deal flow et partager les decks qu'ils reçoivent, donc les projets de startups qui lèvent des fonds, et qui vont accompagner les startups avec nous. Donc typiquement, on a Randindy, qui est une star dans l'encryption homomorphique, dans la blockchain et compagnie, la deep tech vraiment technique. Il nous ramène ses dossiers et il va accompagner au board les dossiers qu'on va financer avec lui. Donc c'est gagnant-gagnant parce que lui aussi on l'incentive sur le carry, c'est-à-dire qu'on lui donne une partie de notre carry, donc de notre commission de performance. Et c'est tout à son intérêt de faire en sorte que la boîte fonctionne le mieux possible. Donc on a vraiment créé quelque chose qui est légitime, crédible, de manière à ce que tout le monde puisse profiter de notre sélection et de nos investissements. Tu as des exemples un peu de startups sur lesquelles vous avez investi, je sais pas, une qui a bien marché, une qui n'a pas marché, et par exemple des technologies qu'on pourrait se dire que c'est assez fou, parce que je sais qu'il y en a beaucoup maintenant. On a fait tellement de projets, c'est exceptionnel et c'est un plaisir. Ça fait 3 ans qu'on a commencé, donc c'est encore le début dans une phase d'investissement startup. Il faut avoir conscience que c'est à partir de 5-6 ans que tu matérialises les exits, parce qu'il faut laisser du temps à la boîte pour créer de la valeur. Malgré tout, on a déjà eu des exits, même 2 ans après. On a fait AK où on a récupéré x10 sur l'argent qu'on avait mis dans la société au début. On a une nouvelle boîte qui est en train de se vendre
à x7 versus ce qu'on a investi il y a seulement 2 ans. On était rentré à 10 millions, ça sort à 70 millions. Sur le Blast Market, il y a énormément de ventes qui se font entre les membres. Et il y a des millions d'euros de plus-value qui sont générés avant même qu'il y ait un exit. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et rien qu'avec l'exemple de Blast, on a fait aussi des levées de fonds. Enfin, pas des levées de fonds, des opérations de cession. Donc c'est-à-dire que nos membres ont pu rentrer au capital de Blast. Pourquoi on n'a pas fait de levée de fonds? Parce que certains m'ont posé la question. On n'a pas fait de levée de fonds parce qu'on génère tellement d'argent qu'on verse des dividendes de plusieurs millions chaque année à nos actionnaire. En fait, si on avait levé des fonds, tout simplement, on l'aurait levé pour le redistribuer, on aurait été fiscalement débile. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cédé des parts avec mon cofondateur Samuel, on a cédé des parts aux membres, et ensuite les membres ont eu la possibilité à leur tour de recéder des parts aux différents tours de table qu'on a fait. On a fait 3 opérations, une à 50 millions de valo, une à 150 millions de valo, et la dernière au début de l'année à 250 millions d'euros de valo. Et il y a plusieurs membres, et j'étais encore avec eux à Genève, et là-bas ils n'étaient pas imposés, donc ils étaient encore plus contents, qui avaient mis 100 000 euros au premier tour, et qui ont récupéré 500 000. Et donc ça, c'est du factuel. 2 ans après, tu prends 500 000. Donc tu as fait x5 sur tes bénéfices. Et ça, c'est du factuel. C'est pas, je ne vous parle pas de vente théorique, de plus-value latente. Je vous parle de cash matérialisé. Qui fait x5 en 2 ans? En sachant qu'ils auraient pu conserver, et on va refaire un tour de table dans quelques mois où la valorisation va encore être plus élevée. Bon, c'est des startups, c'est le monde incroyable du capital risque. Quand vous pariez sur la bonne startup, ça vous permet de faire des multiples très rapides. Je rappelle encore une fois, parce que c'est important, que néanmoins il y a du risque. On ne va pas gagner à tous les coups. Il y a des startups qui vont mourir, ça fait partie du jeu. Même chez YC, qui est le meilleur incubateur du monde, tu as une startup sur 2 qui va mourir. Mais ça veut dire que tu as une startup sur 2 qui font une série A. Ce qui est énorme, une série A, c'est une nouvelle levée de fonds. Ça n'existe pas. Et donc, c'est normal que quand tu investis très early stage au début de l'aventure, tu aies une partie des boîtes qui vont mourir parce que tu n'as pas encore la réassurance du marché, tu ne sais pas combien de clients ils ont. Donc, il y a aussi une part d'instinct, une part de feeling. Ça fait partie du jeu. Et les entrepreneurs, le plus important, c'est qu'ils se battent pour réussir. Et nous, on est là pour les financer. On est là pour financer l'échec parce qu'il y a des entrepreneurs qu'on a financés qui ont échoué. Mais on a vu à quel point ils se sont battus. Mais on va les refinancer derrière parce qu'à un moment, ils vont avoir raison. Moi, il y a plein de boîtes que j'ai faites. Plein, j'exagère, mais il y a plusieurs boîtes que j'ai faites qui sont mortes, j'ai fait des projets qui n'ont pas marché. Bon, à un moment, ça a fonctionné, et les gens qui ont parié sur moi, ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, le mec a l'air bon, il n'a pas lâché, il est résilient, il est déterminé, et peu importe si tu as 20, 30, 50 ans, ton temps viendra, à partir du moment où tu travailles, la réussite se présentera à un moment ou à un autre. Et le seul avec qui tu es en compétition, c'est celui que tu regardes dans la glace chaque matin. C'est pas le voisin et c'est pas parce qu'il y en a un qui est devenu milliardaire à 25 ans. Moi, tu vois, si je me compare à Zuckerberg, je suis une pipe. Parce que Zuckerberg, à 25 ans, il était milliardaire. Bon, alors, je peux me dire, ça sert à rien, de toute façon, je suis trop en retard, j'y arriverai jamais. Mais si je me compare à d'autres milliardaires, même Warren Buffett, il a été milliardaire à 50 ans, le mec de KFC à 50 ans, ou même plus tard à 65 ans. Bon, là, je me dis, je suis en avance. Donc, l'objectif, c'est pas de se comparer aux autres parce que ça te distord la réalité, mais plutôt de te comparer à ce que tu étais l'année dernière. Et quand je me compare à ce que j'étais l'année dernière, je pense être en meilleure position aujourd'hui. Et quand je me compare au garçon que j'étais il y a 15 ans, je me dis quel chemin parcouru. Parce que j'étais vraiment un petit con, je maîtrisais rien, j'étais plein d'énergie et de fougue, mais je pouvais pas réussir avec cette folie et cette méthode. Donc, j'ai réussi à devenir une meilleure version de moi-même. Bon, la réussite pour le moment est là et ça me suffit. Et je vais continuer à essayer de faire mieux. C'est un peu du coup ce que tu retrouves dans l'investissement dans les startups, accepter l'échec sur certains investissements pour potentiellement avoir des gros rewards. Pour terminer, s'il y a une personne qui nous écoute, peu importe l'âge, peu importe où elle en est, qu'elle est hyper inspirée par tout ce que tu dis, qu'elle aussi elle se dit qu'elle aimerait se lancer et pourquoi pas de bâtir un patrimoine qui a plusieurs millions un jour, tu donnerais quoi comme conseil pour commencer? Je lui dirais d'économiser un petit peu d'argent, réussir à avoir de l'argent de côté parce que tu as besoin d'avoir un tampon. Donc il ne faut pas se mettre à investir. Si tu as 1000 euros de côté, ça ne sert à rien. Tant que tu n'as pas 7, 8, 10 000 euros, ne bouge pas. Forme-toi, investis sur toi-même. Une fois que tu investis sur toi-même et que tu commences à avoir tes compétences, tu peux créer ton business sur le côté ou essayer de créer un maximum de valeur, notamment avec les réseaux sociaux qui t'amènent beaucoup de visibilité. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Clairement. Maîtrise des outils qui sont à la pointe de la technologie, qui ne sont pas encore maîtrisés par le commun des mortels.
L'intelligence artificielle me semble une évidence. Aujourd'hui, tu as tellement d'applications possibles dans tous les secteurs que tu peux te jeter dessus parce que les plus de 50 ans, je grossis le trait, vont pas être contents, mais ils arriveront jamais à maîtriser cette technologie parce qu'elle est trop loin de ce qu'ils savent faire. Donc saute sur l'occasion et puis après investis dans quelque chose qui peut vraiment te rapporter de l'argent. Évidemment, moi je conseille les startups parce que c'est là que j'ai fait fortune et que je fais des gros multiples. Et donc si tu veux investir en startup, le fais pas seul parce que tu as très grande chance de te louper. Viens plutôt chez Blast et tu vas sur notre site internet, c'est www.blast.club et tu fais une demande d'adhésion, tu vas être dans une liste d'attente, il y a un relation investisseur chez nous qui va te contacter, qui va essayer de comprendre pourquoi tu veux venir. On fait une sélection, il y a un comité de sélection parce qu'on ne peut pas prendre beaucoup de membres, parce que si on prenait tout le monde, ça veut dire qu'on serait 50 000, et le problème c'est que ça ferait trop d'argent à investir, et ça nous obligerait à prendre des dossiers qui ne sont pas les meilleurs. Donc on préfère se concentrer sur ce qui se fait de mieux, investir uniquement 100 millions par an, parce qu'aller investir 500 millions, ce serait mal fait, pour être très franc. On se concentre sur ces 100 millions et on fait rentrer les membres au compte-gouttes de manière à être sûr qu'ils ont le bon mindset et qu'ils veulent aussi apporter au club. C'est pas simplement un endroit où tu viens prendre, c'est quelque chose que tu dois apporter. Et quand je dis apporter, c'est être présent aux événements physiques qu'on va faire. On va faire une centaine d'événements chaque année. Apporter ton expertise, c'est-à-dire que si tu es spécialiste dans le domaine, on attend de toi que tu nous aides aussi dans la due diligence et qu'on puisse te contacter pour avoir ton avis, que tu puisses participer au Discord en partageant ton savoir. Bref, il y a vraiment cet état d'esprit. Créons quelque chose avec de la valeur et c'est ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut te suivre, te contacter, je pense pas, mais imaginons Je potentiellement réponds à mes DM, j'essaie de répondre Tu au réponds à max. tous les DM? J'en vois peut-être que tu vas te beaucoup. mettre dans la merde. Après, c'est mon équipe parfois qui m'aide parce qu'il y a des moments où je suis vraiment trop chargé. Mais on essaie vraiment en tout cas de prendre des messages et j'ai mon équipe qui me font Instagram, des feedbacks. du coup. Ouais. Ils me disent voilà, ça c'est revenu beaucoup. Et donc ça me permet vraiment d'évoluer, de prendre en compte les retours parce que je crois beaucoup à la démocratie, à la force du nombre, disons. Tu vois, s'il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'il y a une raison. Donc Instagram, LinkedIn. C'est vraiment là qu'on est présent, qu'on essaie de créer du contenu. Et ça nous permet de passer des messages, encore une fois, qui sont toujours très positifs et basiques, mais efficaces. Et c'est un plaisir pour moi de rencontrer des gens dans la rue qui me disent « ça m'a permis de me lancer, ça m'a motivé, j'ai essayé ». Ce sera toujours les mêmes. Travail, résilience, ambition, détermination, fais du sport, mange bien, bois pas d'alcool, fume pas. Des trucs qui sont basiques, mais qui te permettent d'être l'alpha suprême et d'être au-dessus de la masse. Et de t'améliorer au quotidien toujours. Exactement. Si aussi, peut-être qu'après vous les analysez pas et c'est normal parce que vous avez un gros deal flow. Si j'ai un projet de start-up, est-ce que je peux vous l'envoyer ou Bien sûr, tu peux l'envoyer. Il y a sur notre site internet un petit onglet startup. Tu peux déposer ton dossier avec ton deck. Tu nous fais une explication, tu donnes tous les documents que tu as et on les creuse tous. Et tu auras une réponse quoi qu'il arrive. Même si elle est négative, tu auras une réponse. On a une équipe vraiment solide en investissement. On a plus de 15 personnes à temps plein qui font que ça, l'analyse de dossier. Donc tu nous écris, on se concentre nous sur les boîtes qui ont un fort potentiel, où il y a une notion de technologie, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit scalable, et idéalement on aime quand tu as déjà prouvé que tu avais su séduire ton marché, donc soit en faisant du chiffre d'affaires, soit en ayant des pré-contrats signés si tu as vraiment de la recherche, deep tech ou quelque chose de pointu. Donc envoie-nous ton dossier, on sera ravis de le regarder, on a plein d'argent à déployer et on veut soutenir les meilleurs entrepreneurs. Bah, écoute, un grand merci à toi pour toute la valeur que tu nous as apportée et partagée aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très cool. Merci et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye.